Quand on parle de René Descartes, l'un des plus célèbres philosophes français, c'est le plus souvent pour parler du cogito. Vous savez, je suis, j'existe, je pense, donc je suis. Bref, cette certitude indubitable du sujet pensant qu'il existe véritablement, quand bien même un malin génie s'évertuerait à le tromper. Bref, Descartes, c'est la raison, des réflexions métaphysiques sur l'âme, Dieu, les substances, la liberté. C'est encore la méthode, le raisonnement dans les sciences, de très belles formules, une vie en Hollande, une correspondance avec une princesse philosophe, une mort chez une reine. Et dans tout ça, Descartes n'a pas l'air de s'occuper de politique, ou en tout cas pas vraiment pour qu'on puisse se dire que Descartes ait construit une pensée politique. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est ce que l'on va essayer de voir dans cet épisode à la faveur de la sortie récente de deux ouvrages. Un Descartes politique chez Classique Garnier et un Découvrir Descartes aux éditions Sociales. Bienvenue sur Politicon, une émission pleine de bon sens bien partagé pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social, à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Vous pouvez soutenir le projet sur Patreon, Tipeee ou KissKissBankBank, et l'émission est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas donc à vous y abonner pour pouvoir l'écouter partout où vous voulez. Descartes, né en 1596 dans une famille de la petite noblesse, étudie au Collège de la Flèche, dont il critiquera plus tard l'enseignement trop proche de la scolastique médiévale. Il s'intéresse aux mathématiques, à l'escrime, à l'anatomie, à l'astronomie, et parmi plein d'autres sujets, à la philosophie. Il élabore sa méthode, reposant sur la clarté, sur la distinction, bref, sur l'évidence, en se fondant sur le modèle des mathématiques. Dans les Méditations métaphysiques, ouvrage paru en latin en 1641, il élabore une défense de l'existence de Dieu et de la dualité entre l'âme et le corps, à partir de la certitude indubitable de son existence. Dans le livre Les Passions de l'âme, écrit à partir de sa correspondance avec Élisabeth de Bohême, Descartes étudie les émotions provoquées par des mouvements dans le corps et qui agissent sur l'âme. Il meurt en 1650 à Stockholm, à la cour de la reine Christine, et il aura passé une bonne partie de sa vie dans les Provinces Unies, les actuels Pays-Bas, où il aura tâché de travailler dans de nombreux domaines philosophiques ou scientifiques, en cherchant toujours le plus possible une certaine forme de discrétion. Mais qu'en est-il, dans tout ça, du domaine politique ? Dans le discours de la méthode, paru en 1637, Descartes donne ses petites maximes d'une morale par provision, d'une morale en attendant mieux en quelque sorte. Et parce qu'il faut bien agir quand on n'a pas de certitude sur ce qu'il faut faire ou non. La première de ces maximes incite à, je cite, « obéir aux lois et coutumes de son pays », quand la troisième énonce qu'il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Ici, Descartes se fait tout de même très conformiste, en vantant l'ordre tel qu'il est, et en refusant de le transformer d'une quelconque manière. Mais est-ce qu'on peut aller voir plus loin que ça ? Descartes n'est-il qu'un philosophe de la métaphysique qui n'apprécie que la vie en retrait, loin des basses préoccupations sociales ? Dans une lettre de 747, il écrit dans une perspective encore une fois semble-t-il de soumission à l'ordre tel qu'il est, je cite, « Je crois qu'il n'appartient qu'aux souverains, ou à ceux qui sont autorisés par eux, de se mêler de régler les mœurs des autres. » Il n'y aurait donc que les dirigeants qui soient en mesure de décider selon Descartes comment doivent vivre leurs sujets. Descartes politique, c'est donc à première vue un Descartes conservateur, plongé dans ses livres et ses pensées, éloigné des aléas du quotidien de son temps. Dans son livre Descartes et l'ordre politique, le spécialiste du philosophe, Pierre Guénantia, fait l'hypothèse d'un Descartes opposé à une conception trop communautaire du politique, qui fait valoir le groupe sur l'individu. Par une pensée non politique du politique, Descartes valoriserait l'individualité contre l'indifférenciation que peut produire l'appartenance sociale, politique ou religieuse. Selon Guénantia, Descartes privilégie une forme de lien social fondé sur l'intersubjectivité libre et réglée selon la raison. L'homme n'a pas besoin du politique, pensé comme forme d'organisation et d'intégration sociale surplombant l'individu pour être digne, raisonné, libre ou en sécurité.
La politique est donc conçue de manière négative en quelque sorte, dans le sens où celle-ci pourrait presque ne pas être nécessaire si chacun était capable de faire preuve de jugement raisonné et d'une intersubjectivité respectueuse. La politique vient pallier le mauvais usage de la raison et des mauvais jugements d'une certaine manière. Il n'y a donc pas de conception du politique qui serait au fondement du lien social, comme le fait la pensée contractualiste d'un contemporain de Descartes, l'anglais Thomas Hobbes. Le retrait cartésien du politique paraît donc réfléchi, et repose sur une conception particulière de ce qui est précisément politique, et on va tenter de creuser un peu tout ça en prenant appui sur 2 interventions de Descartes sur le sujet. C'est dans sa correspondance que l'on trouve les écrits les plus politiques de Descartes, si on peut dire. Et c'est particulièrement au moment de ce qu'on a appelé la querelle d'Utrecht que Descartes a l'occasion d'exposer son point de vue sur la religion notamment et la théologie, et plus largement sur le rôle du politique à ce sujet. Cette querelle débute lorsque le théologien calviniste Gisbert Voetius, recteur de l'université d'Utrecht, se lance par le biais d'un de ses élèves dans une bataille contre la pensée de Descartes. Ce dernier est vu comme un dangereux athée corrompant la jeunesse et dont la pensée et la méthode, bien éloignées de la scolastique, sont jugées séditieuses. Alors dans les faits, si Descartes est catholique, cela ne l'empêche pas de vivre dans les Provinces-Unies, où le protestantisme est établi et le catholicisme toléré. Comme le rappelle Louis Rouquayrol dans son Découvrir Descartes, ce dernier cherche à en savoir davantage sur les autres cultes et assiste parfois à des cérémonies calvinistes. Il croit au final davantage par ce qui frappe naturellement dans l'évidence de la foi que par le biais de la religion. Or, quand on oublie cette évidence et le soin de suivre son bon jugement, certaines situations sociales peuvent dévier, dégénérer en conflit, comme lorsqu'un prédicateur ou une figure de pouvoir utilise des émotions négatives pour parvenir à ses fins, comme la haine, la colère, la jalousie ou encore l'indignation. Dans une lettre adressée à Voetius, Descartes explique que son adversaire s'éloigne de toute espèce de vertu chrétienne. Il est un homme hypocrite, animé seulement par la passion de dominer. Il se sert de la foi et de la théologie pour attiser la haine et briser la paix sociale. Descartes retourne donc les accusations contre lui. Il se demande d'ailleurs s'il est bon qu'une autorité civile laisse faire un homme si malhonnête et en mesure de refuser l'autorité en risquant d'attiser des conflits. Pour Descartes, bien agir implique au contraire de respecter l'autorité en place pour favoriser la paix. Chez Descartes, encore une fois, l'autorité politique est donc pensée de manière négative, ou en creux. Elle vient en remplacement d'autre chose, c'est-à-dire de la bonne manière d'agir pour soi et pour les autres. Comme le note Laurence Dupin-Gélin dans un de ses textes compilés dans l'ouvrage Descartes politique, et décryptant la lettre à Voetius, rédigée par Descartes, cette bonne manière d'agir correspond à ce que Descartes, en s'inspirant des écrits religieux, nomme la charité. Ici, la charité correspond à l'amitié portée à Dieu, mais aussi à tous les autres hommes. C'est vouloir le bien pour les autres et agir en ce sens. C'est cultiver l'amitié, aider ses amis et éventuellement les conseiller, les corriger s'ils sont dans l'erreur, mais sans jamais chercher à les humilier ou à les déshonorer. L'amitié n'est donc ici que l'autre nom de la charité qui possède d'une certaine manière un sens politique minimal, un sens qui tend à chercher la paix et la concorde. Et quand la charité est manquante et que les morales de l'amitié sont contredites, l'institution politique doit avec ses lois, sa police et sa justice remplir un rôle capable d'assurer la paix. La politique a donc en quelque sorte, sans que ce soit clairement explicité et même théorisé de manière systématique chez Descartes, le rôle moral de garantir la concorde, quand la morale justement de la charité et de l'amitié n'est pas assez respectée par certains individus, comme Voetius. Voetius n'est donc pas un homme charitable. Il manque de respect et porte atteinte à l'honneur des autres pour faire valoir sa position et ses idées. Pour Descartes, Voetius, en s'appuyant sur l'amour de Dieu pour calomnier et en agissant contre d'autres hommes, se contredit tout en faisant du mal. Car agir selon l'amour de Dieu, c'est en effet agir en respectant les autres, et cela est aussi impliqué par le meilleur usage que l'on peut faire de sa liberté, ce que Descartes appelle la générosité dans son livre « Les passions de l'âme ». Alors,
le mot générosité n'a pas dans la langue de Descartes la même signification qu'aujourd'hui, et qui consiste donc à faire un don de soi ou de quelque chose. La générosité chez Descartes, c'est le sentiment d'estime de soi, qui ressort quand on agit avec résolution du mieux que l'on pouvait. C'est sentir que l'on agit librement en suivant fermement ce qu'on souhaite faire, avec bonne volonté, et s'estimer de manière légitime pour cela. La générosité devient une vertu quand elle dispose à bien agir de manière générale, notamment en favorisant la concorde et l'amitié, ou encore la charité, pour reprendre le vocabulaire de Descartes, dans sa lettre à Voetius, écrite quelques années avant les Passions de l'âme. La générosité tend à empêcher le mépris envers autrui, et aide à considérer que chacun est également capable d'être généreux, c'est-à-dire donc de faire le meilleur usage de sa liberté. La personne généreuse s'estime pour ce qui dépend d'elle, à savoir sa liberté et ce qu'elle en fait. Elle considère peu tout ce qui produit de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, comme la richesse, la beauté ou les honneurs, qui sont des choses qui ne reposent pas sur un usage de la liberté. Et s'estimer pour ces choses-là, c'est être orgueilleux, l'inverse donc de la générosité, et en ce sens il y a une mauvaise satisfaction de soi-même qui peut produire de grands méfaits. Pierre Guénancia cite un extrait à ce propos, en ce qu'il semble bien coller au personnage de Voetius. Ce faux dévot qui, comme tous les autres bigots et superstitieux, je cite, pense être entièrement parfait, et s'imagine qu'ils sont si grands amis de Dieu qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplaise, et que tout ce que leur dicte leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par des hommes, comme de trahir des villes, de tuer des princes, d'exterminer des peuples entiers, pour cela seul, qu'ils ne suivent pas leurs opinions. Au contraire donc de cet orgueil destructeur, la générosité incite à établir du lien social positif, qui peut reposer au final sur l'amitié et la charité. Descartes pense ainsi que chacun est capable de faire preuve de bon sens, c'est-à-dire de raison, mais aussi de générosité, de s'estimer soi-même et d'estimer les autres parce qu'ils s'évertuent à bien faire, à bien user de leur liberté, ce qui favorise au final la paix, à la fois intellectuelle et sociale. Dans sa correspondance avec la philosophe et princesse Élisabeth de Bohême, Descartes commente Le Prince de Machiavel. Il indique que l'on doit penser que les dirigeants politiques font aussi du mieux qu'ils peuvent, d'après le principe de générosité qui veut que soi-même et chacun fassent le meilleur usage de sa liberté. Être généreux, c'est donc penser que chacun est capable de faire de son mieux, que l'on parle du peuple ou que l'on parle des princes. Il faut donc estimer, par principe, que les moyens dont un prince se sert en étant au pouvoir sont parfaitement justes. Et Descartes ajoute que, parfois le peuple, bien sûr, peut juger que ces moyens sont en réalité injustes, et le souverain doit donc agir en faisant en sorte d'éviter la haine du peuple, en faisant comprendre en quoi ces décisions servent l'intérêt commun. Pour conclure, on peut dire que la perspective politique de Descartes est celle de la concorde ou de la paix, qui passe par la vertu dont chacun est capable et qui consiste à agir du mieux qu'on peut. Quand cette vertu, la générosité, n'est pas assez exercée, comme on peut le voir avec ce bigot superstitieux qu'est Voetius selon Descartes, les institutions politiques sont en droit d'agir pour établir les conditions d'une existence paisible et libre. Il y a donc bien une esquisse de pensée politique chez Descartes, non conceptualisée en tant que telle, notamment à travers sa correspondance ici. Il faudra évidemment pousser davantage les analyses, mais ce n'est pas vraiment le lieu ici. En tout cas, pour ce faire, et pour aller plus loin dans la découverte de la philosophie de Descartes, on pourra aller voir se découvrir Descartes, paru récemment aux éditions sociales, avec des textes commentés par Louis Roquayrol. Et pour approfondir plus précisément ici le sujet de la vidéo, et pour les lecteurs et lectrices désireux et désireuses d'aller plus en détail, ne pas hésiter donc à aller voir Descartes politique chez Classique Garnier sous la direction de Marie-Frédérique Pellegrin et Clément Raymond, avec des contributions récentes qui permettent de continuer à explorer la pensée cartésienne sur le plan moral et politique. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast et la chaîne sur Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank. Et si ça vous dit, comme d'habitude aussi, retrouvez en librairie mon livre qui s'appelle Politikon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc une prochaine fois, et on parlera cette fois-ci écosocialisme. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.